Bonsoir et bienvenue dans l'apéro des Caro nouvelle formule. Bonsoir Caro. Bonsoir Caro. Notre première invitée est Maud Ventura qui a écrit Mon mari, un premier roman de la rentrée littéraire absolument fabuleux, unique, exceptionnel. N'ayons pas peur des mots. Bonsoir. On Maud. y va. Bonsoir. Maud, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter pour nous dire qui tu es et comment tu en es arrivée là, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Maud, en effet, Maud Ventura, j'ai 28 ans et je viens juste de publier mon tout premier roman. Dans la vie, je travaille dans l'audiovisuel, je suis journaliste podcast, donc j'ai travaillé à la radio et dans le monde des podcasts où je produis des épisodes. Et j'écris depuis toujours et depuis toujours, j'ai ce rêve de publier mon premier roman. Donc j'ai fini ce manuscrit il y a quelques mois, je l'ai envoyé à des éditeurs en n'y croyant pas du tout et il a été publié et vient de sortir. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Niveau originalité, on est quand même très 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 haut. Comment t'es venu le sujet? Je pense que rétrospectivement, c'est plus simple d'écrire un roman, comme tu dis, original ou un peu différent quand c'est ton premier. Parce que là, je suis en train de réfléchir à écrire le deuxième et je me pose des questions, tu vois, que je m'étais jamais posées avant. Genre, est-ce que ça ferait un bon roman ou est-ce que ça va plaire ou est-ce que... Et ça, je me suis pas du tout posé les questions. Quand j'ai écrit le premier, j'étais toute seule avec mon ordinateur et j'écrivais l'histoire que j'avais envie d'écrire et qui, moi, me touchait et comme je le pensais. Et vu que j'avais pas d'éditeur, en fait, forcément, je pense que tu t'accordes des libertés en fait infinies parce que tu dis vraisemblablement je le fais pour l'amour de l'art parce que personne ne me lira jamais. Et donc cette histoire, elle est venue d'une question qui moi me fascine, qui est celle de la passion amoureuse, qui est celle de est-ce qu'on peut aimer trop fort quelqu'un, parce que c'est des sujets qui moi me touchent, celle de la dépendance affective, de l'amour, du couple, comment l'amour dure et sous quelle forme. Et après je me suis dit en fait j'aimerais bien écrire une histoire par rapport à ça. Et donc, au fur et à mesure, mon mari est né. Il y a eu cette idée de le découper en 7 jours de la semaine. Donc, quant à la forme, déjà, ça avance dans l'écriture. Et puis après, cette espèce de focus amoureux sur cette femme, mon personnage principal que j'ai créé. Et autour de ça, mes questionnements sur le couple et la passion. Moi, j'adore ton héroïne. Je la trouve à la fois complètement folle, complètement attachante, touchante. Je trouve qu'elle a un petit quelque chose... une grande héroïne en fait, romanesque. Est-ce que tu as mis de toi dedans? Comment ça s'est passé? Spoiler, oui. Spoiler alerte, oui. J'ai mis énormément de moi dans ce personnage. Et en même temps, j'ai fait exprès, quand j'ai écrit ce roman, de prendre un personnage, elle a 40 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est prof d'anglais, elle habite dans une banlieue chic. En fait, elle est tout ce que je suis pas. Et donc, parce que j'ai pas 40 ans, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je ne suis pas prof et je n'habite pas dans une banlieue chic. Et donc, en fait, j'ai voulu quand même qu'elle soit loin de moi pour justement mettre à distance, me dire, moi, les questions qui me touchent, c'est des questions intérieures, celles de l'amour et de comment on aime et est-ce qu'on peut aimer mal quelqu'un. Et en fait, j'ai envie d'en faire un livre et un roman. Et donc, pour ça, il me faut un personnage. Et donc, j'ai créé ce personnage. J'ai pas précisé, mais c'est aussi une grande blonde d'1,80 m qui ressemble à Nicole Kidman. Bon, j'ai mes atouts, mais je ne suis pas grande et je ne suis pas blonde et je ne ressemble pas à Nicole Kidman. Donc, c'était aussi une manière pour moi de créer un personnage, comme tu dis, de fiction. Et tu disais que tu l'aimais beaucoup ce personnage, mais je pense qu'il suscite des émotions vraiment différentes. Et c'est en ça, pour moi, en tout cas, une grande réussite. C'est qu'elle va en agacer certains, d'autres, elle va les faire rire, d'autres vont dire, mais je me reconnais totalement en elle. Mais en tout cas, elle laisse pas indifférent. Et c'est pour ça que, en tout cas, pour moi, c'était un personnage de fiction et que je l'ai créé comme tel. Après, comme tu dis, oui, il y a de moi dedans parce que forcément, c'est des questions qui me touchent et que moi, je me suis posée. Sinon, il ne serait pas dans le livre. Est-ce que cette couverture, qui est assez quand même exceptionnelle, je trouve, parce que ça va très bien justement avec le roman, elle est venue tout de suite? Je savais que les éditions de l'Iconoclaste avaient des couvertures assez marquantes. Donc, c'est sûr que moi, je me suis posé la question quelle va être la couverture de mon livre? Et je n'avais aucune idée de ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, vraiment, je n'avais aucune idée. Et donc, c'est à l'Iconoclaste qui s'en occupe. Et vraiment, en quelques jours, ils m'ont dit, Maud, on a plusieurs essais, on va te montrer à quoi ça ressemble. Et il y avait 2 autres, et celle-là. Et eux, ils étaient là, oui, ok, c'est celle-là. Et j'étais, mais bon, vous avez fait que
un essai, enfin, on va trop Ouais. le chercher. Et oui, c'est là, c'est celle-là, et on en est sûr. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Caro et moi, on est très critiques sur les Ouais. couvertures et souvent les titres. Et là, pour le coup, c'est vrai que ta couverture fait l'unanimité. Donc, Et je le suis titre, contente. alors? Le titre, c'est ton premier titre? Bah oui et non. En fait, c'est marrant ce titre. Moi, quand je l'ai écrit sur mon ordinateur, il s'appelait Mon mari. Parce que ça revient tout le temps dans le texte. Et donc, pour moi, dans mes cahiers, c'était mon mari, etc. Mais quand j'ai appris qu'il est publié, je leur ai dit, bon, on va trouver un nom un peu cool. Un peu un truc un petit peu genre philosophique, une phrase jolie, un truc, machin. Genre, la passion est plus forte en été. Enfin, tu vois, Ouais. des trucs un peu cool. Et ils étaient là, bah non, c'est très bien mon mari. Et j'étais là genre, mais vous êtes sûr, enfin, on peut peut-être trouver un truc un peu genre et tout. Ils m'ont dit, ben voilà. Après on en a discuté. Et du coup, c'est resté mon mari. Mais c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, ça serait peut-être autre chose. Et à y réfléchir, bah c'est vrai que moi, je l'ai écrit en pensant à ce titre. Et j'aime son double sens. C'est à la fois l'expression mon mari, il y a quelque chose qui à la fois peut être galvanisant, dire bah voilà, je suis mariée, j'en suis fière, et à la fois il y a quelque chose, il y a le possessif qui quand même joue un peu sur l'ambiguïté, donc finalement j'adore ce titre. Mais pendant une seconde, j'étais en mode mais pourquoi je peux pas avoir un titre un peu cool et un peu poétique? Alors, cette amoureuse n'a pas de prénom. Est-ce que c'est un choix? Comment ça s'est fait, le fait de ne pas la nommer? Bah ça, effectivement, c'est en écrivant, que ça soit elle, son mari et ses enfants, aucun des personnages principaux n'a de prénom. Alors que tous les autres personnages ont des prénoms. Donc j'ai genre joué à même donner un prénom à la babysitter qu'on voit une seconde. Genre elle a un prénom, mais eux ils en ont pas. Pour plusieurs raisons, parce que j'avais envie de que ça soit un peu comme une fable, parce que on sait aussi pas où ça se passe. C'est dans une jolie maison, dans une jolie banlieue, mais en fait on ne sait pas où. Ça peut être en région parisienne, ça peut être dans la banlieue de Lyon, ça peut être où on veut. Et je voulais que ça soit pour les prénoms ou pour le lieu quelque chose qui puisse se passer en fait il y a 50 ans ou actuellement ou dans 10 ans. Et donc ça me permettait pour moi, alors je fais un peu attention aux mots, c'est un peu un grand mot, mais que ça soit un peu plus universel et que ça soit genre mon mari et une femme et qu'on puisse s'identifier peut-être plus facilement. J'avais peur en lui donnant un prénom que ça l'ancre trop dans une personnalité, dans voilà, si elle s'appelait Sabrina, bah en fait c'est Sabrina quoi. Mais c'est pas pareil que si elle s'appelle Marie-Hélène. Et donc voilà. Tu vas écrire un grand roman intemporel en fait. Bah j'ai essayé. Bah en fait j'ai essayé parce que c'est les romans que moi j'aime lire. Enfin moi mes romans préférés c'est des romans courts où il y a une histoire genre simple en apparence et qui veut dire beaucoup plus que ça. Et raconte-nous ce qui s'est passé, du coup, ta rencontre avec l'Iconoclaste. C'est une maison d'édition qui est très particulière, qui publie peu d'auteurs, qui a vraiment une ligne éditoriale forte. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Sophie, j'imagine? D'abord, c'était avec Sylvie, mon éditrice, avant même de rencontrer Sophie. En fait, j'ai envoyé mon manuscrit à une dizaine de maisons quand j'ai été prête à le faire, c'est-à-dire après beaucoup de travail intérieur pour dire maintenant tu l'envoies. Ouais. Arrête de changer 2 virgules, maintenant tu l'envoies. Et donc je l'ai envoyé et j'ai eu 3 retours sur les dizaines de maisons d'éditeurs qui voulaient me rencontrer. Donc à ce moment-là, autant le dire que j'étais au top de ma vie. C'est-à-dire que moi je l'ai envoyé en me disant j'aurai jamais de réponse, mais c'est pas grave, j'en écrirai un deuxième, un troisième, un quatrième, et peut-être qu'un jour je serai publiée, mais en tout cas je lâcherai pas l'affaire. Mais ça sera peut-être pas pour celui-là, et je suis prête à me prendre mes lettres de refus. D'ailleurs, j'en ai reçu. Et donc, en gros, j'ai ces maisons qui me répondent. Et du coup, je vais les rencontrer. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, je rencontre l'Iconoclaste et j'en rencontre 2 autres. Et en fait, quand j'arrive à l'Iconoclaste, genre, je sais pas, j'ai un peu un coup de foudre pour le lieu. Il y a Sylvie qui me reçoit, qui est mon éditrice, avec une femme qui s'appelle Sophie, qui est responsable de la cession des droits, avec une jeune stagiaire. Elles étaient les 3 à l'avoir lu. Elles m'ont dit, on a 60 ans, 40 ans et 20 ans, et on est 3 à avoir aimé ce livre. On est genre 3 femmes avec des vies différentes, et ça nous parle. Et bah, en fait, voilà, c'était un peu évident. Je me dis, mais cette maison est incroyable. Et depuis, c'est un peu c'est le coup de foudre, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment une super maison d'édition. Enfin, moi, je l'ai adoré en tant que lectrice et en tant qu'autrice, c'est royal parce qu'effectivement, ils publient peu, ils font hyper attention à leurs auteurs, ils m'accompagnent à toutes les étapes. Enfin, c'était assez dingue. Mais je m'en souviendrai, je pense, à peu près toute ma vie. Je sens que c'était un jeudi quand j'ai vu le message de Sylvie
après qu'elle ait lu mon manuscrit, Maud, je viens de terminer votre manuscrit, il est formidable, vous êtes une autrice, il faut qu'on se rencontre. Je crois que c'était à peu près ça les mots. J'étais au travail, je m'en souviens, j'étais genre, vraiment, ma boss me dit, mais ça va et tout, j'étais genre, oui, ça va. et du coup, c'est quand même quand on est aspirant écrivain et qu'on écrit un premier roman, ce moment où on est contacté après avoir envoyé un manuscrit, je pense qu'on s'en souvient, mais toute sa vie. Alors, ce qui est fou, c'est que ton roman sort pendant la rentrée littéraire, donc des centaines et des centaines de livres. Mon mari, on le voit partout sur Instagram, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Tu vis un conte de fées? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Oui, en fait, à partir du moment où j'ai publié mon premier roman, j'ai essayé de me dire, c'est bon, t'as atteint ton but. En fait, c'était le rêve de ta vie, t'as une maison que t'aimes, tu publies ton premier roman, c'est bon. En fait, tout le reste, n'y pense pas. Et c'est vrai que là, il se passe beaucoup plus que juste une publication. Et c'est assez dingue. Et ce qui me touche le plus, c'est que j'ai l'impression que c'est un livre qui plaît à des gens très différents. Et ça, je trouve ça génial que des gens qui lisent peu, des gens qui lisent beaucoup, que ça soit genre une presse très exigeante avec des journalistes littéraires que j'admire infiniment, qui vont dire que c'est un bon livre, et à la fois la copine d'un pote qui me dit écoute Maud, j'ai trop envie de lire, mais tu sais, je lis pas du tout, je lis genre un livre par an, genre vraiment, je vais pas lire, et qui le lit et qui me dit ah, je l'ai lu en 2 jours, c'est trop bien, moi qui lis pas. Mais en fait, pour moi, j'ai vraiment tellement réussi mon pari. Est-ce qu'on te parle souvent de la scène de la Clémentine? Parce que nous, elle nous a bien marqué. On me parle beaucoup de scènes et c'est drôle parce que juste avant de l'envoyer à des éditeurs, je l'ai envoyé à une dizaine de personnes de ma promo. J'avais envoyé un message sur Facebook en mode je viens de finir un manuscrit, je vais envoyer des éditeurs, j'aimerais bien avoir des retours, est-ce que machin. Et donc du coup il y avait des gens qui m'ont dit ah oui moi j'ai toujours voulu lire un manuscrit, ok. Et donc pour pas qu'ils se retrouvent avec mon manuscrit et qu'ils doivent dire ah bah c'est super ou ah c'est nul et les mettre mal à l'aise, je leur avais posé 3 questions pour leur dire bon est-ce qu'il y a un passage que tu as préféré, un passage que tu as trouvé un peu long et combien de temps tu as mis à le lire et si tu as décroché, à quel moment. Comme ça, je me disais, ça me permettait de me dire, parce qu'en fait, quand on écrit tout seul, on se rend pas du tout compte si le lecteur comprend. Donc déjà, j'étais en mode, avez-vous compris l'histoire? Et les gens étaient là, oui, Maud, c'est assez clair. Enfin, genre, tu te répètes entre 100 pages, genre, t'inquiète, on a compris le message. Mais genre, avez-vous compris l'histoire? Quand est-ce que, voilà. Et sur les 10 personnes à qui je l'ai envoyé, les 10 ont dit, ma scène préférée, c'est la scène de la Clémentine. Et donc, du coup, c'était fou, parce qu'en plus, moi, en l'écrivant, je me suis pas dit, ah là là, cette scène, elle est si chouette. Enfin, c'était une scène parmi tant d'autres et pas du tout, elle n'avait pas de goût particulier à mes yeux. Et donc, sur les 10 ont dit que c'était leur moment préféré. Et je me suis dit, c'est dingue parce qu'il y a un côté toujours subjectif, les goûts et les couleurs, nanana. Mais n'empêche que 10 personnes qui lisent ont cette scène préférée. Et depuis, ça se confirme parce que là, il y a les premiers lecteurs qui commencent à m'écrire. Et c'était la même chose avec les libraires. Et cette scène revient tout le temps. Donc oui, il y a quelque chose qui a fonctionné. À chaque fois qu'on fait un retour sur ton livre, il y a le petit sigle Clémentine qui traîne dans le retour, c'est assez rigolo. Et moi, j'ai une question, je voulais savoir si mon mari avait des lecteurs. Les lectrices, on les voit, les blogueuses, est-ce qu'il y a des lecteurs hommes? Mais oui, et ça, c'est ce que je disais aussi dans le fait que je suis tellement contente de plaire à des gens différents. C'est que, pareil, moi, au début, je me disais, bon, ça parle d'amour, ça genre plutôt des lectrices, et ça me va très bien, et c'est comme ça. Et ça a commencé avec les réunions avec les libraires, où là, il y avait des libraires hommes qui me disaient, ah, j'ai vraiment aimé, etc., etc. Puis, dans la presse, il y a eu pas mal de commentaires de journalistes masculins et qui adoraient ce livre alors qu'ils étaient des hommes. Et maintenant, je reçois des messages Instagram d'hommes. Et je pense qu'ils ont peut-être un peu moins de comptes Instagram actifs où ils parlent de leur lecture et où du coup, on va avoir des posts signés par des hommes. Mais moi, je les ai en message privé où ils me disent « Ah oui, du coup, ça m'a fait poser des questions sur ma relation avec ma copine, nanana. » Et ils me racontent un peu leur histoire. Mais donc oui, il y a des hommes et c'était pas... Enfin, je pensais pas forcément que ça serait le cas et donc tant mieux, j'ai envie de dire. D'accord. Non, mais c'est super parce que du coup, on aime effectivement connaître les coulisses. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Tu nous as appris plein de choses qu'on ne savait pas. Une question sans pouvoir trop en parler. Cette fin, tu l'avais dès le départ ou elle t'est venue au fur et à mesure? On en reparlera, mais on ne peut pas en parler là. Ouais. On en reparlera après. Non, je ne l'avais pas depuis le début. J'ai changé, je pense, 42 fois de fin. C'est-à-dire d'une version à l'autre pour des raisons différentes. Parce qu'en fait, chaque fin... pour moi, la fin, c'est hyper important dans un livre et quand même, sans en dire trop, ça délivre la clé du message. Donc cette fin, j'avais pensé depuis le début.
mais j'avais peur de ce qu'elle impliquait. J'ai l'impression de dire sans dire. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui étaient là depuis le début que j'ai jamais remis en question. Je sais pas, la scène du dîner avec la Clémentine, elle était là de ma V1 à ma V39. Il y a plein de choses qui étaient là, les jours de la semaine, ça a toujours été comme ça. Les couleurs, ça a toujours été comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont jamais bougé d'une version à l'autre. Mais c'est vrai que cette fin, je pense qu'elle me faisait peur. J'avais peur qu'elle soit pas comprise. Et donc, il y avait des moments où je rétropédalais en mode non, 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 non. Qu'est-ce que. Voilà. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, on y va, c'est pas grave, c'est qu'un livre, on y va. Si toi, dans ton cœur, enfin, j'ai pris un peu conseil, j'ai demandé un peu conseil à des gens autour de moi, et ils m'ont dit, mais en fait, depuis le début, tu écoutes, toi, ta boussole intérieure de qu'est-ce que tu as envie de faire, surtout sur les découpes, sur plein de trucs, alors que des gens auraient pu te conseiller, ah ben non, sur une semaine, ça va peut-être être comme ci, peut-être répétitif. Tu as toujours fait à ta sauce, donc fais ce qui, toi, te semble bien, personne pourra savoir. Et du coup, j'ai fait, vas-y, on y va, go. Et les retours sont super bons. Il y a certaines personnes qui ont dit, je m'en souviens, une personne notamment, une autrice que j'adore, qui m'a dit j'adore ton livre, mais qu'est-ce que tu as fait pour la fin? Et je comprends, chacun peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est vrai que dans 89% des cas, les gens aiment la fin. Voilà. Écoute, merci Maud, on aurait pu Merci, papoter avec toi pendant des heures et des heures. Bon, merci Maud. Bonne Merci soirée. Maud. Merci. Eh Caro, dis-moi, ça te dirait d'inviter Nico à l'apéro? Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Oh, t'as vu, on s'appelle tous les deux Caro. Ah ouais, drôle, j'avais pas remarqué. Ah, alors je n'ai lu qu'un seul roman de William Boyle, Gravesend, publié chez Rivage il y a maintenant quelques années. Je garde le souvenir d'un super roman dans la veine de ceux d'Elmore Leonard. Alors quand Caro et Caro m'ont proposé de parler d'un roman de cette rentrée littéraire 2021, et que j'ai vu que Gallmeister publiait le dernier Boyle, j'ai dit banco. Je te parle donc de La Cité des Marges, de William Boyle. Alors aussi cliché que cela puisse paraître, j'ai été attrapé par ce roman choral dès la première page. Et je ne l'ai jamais laissé jusqu'au dernier mot de l'épilogue. William Boyle livre ici un travail me faisant penser à Mystic River de Lehane, ou plus récemment aux Corruptions de Don Winslow. L'histoire se déroule dans le sud de Brooklyn, au début des années 90. La vie de 7 personnages s'entremêle, je sais plus 8 peut-être, 8 personnages. Il y en a plein. Ça commence avec l'ex-flic, en disgrâce, Donny Parascando, qui travaille pour Big Tommy. Avec un nom pareil, tu te doutes bien que le mec n'est pas des plus recommandables. En plus, il colère. Parce que ce bon vieux Donny a poussé un débiteur d'un pont, alors que tout ce que Donny était censé faire, c'est lui casser la gueule. Le gars est mort. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le balancer le mec en fait. Mais bon, c'est comme ça hein. Et Big Tommy n'aime pas trop les hommes morts, hein. C'est pas super niveau retour sur investissement un cadavre. Ça se voit pas, mais là je suis pas super content quoi. Ok? Alors je vais pas tout te raconter, hein. Il y a quand même 7 personnages, ou 8. Ava, Mickey, Baldini, Donna, c'est un peu le concept de base d'un roman choral du coup, hein. Bref, il y a aussi un tas d'intrigues. William Boyle offre ici un excellent mélange de noir, de thriller, de fiction littéraire axé sur les personnages. William retranscrit parfaitement leur vie marquée par la violence, le divorce, le suicide, l'ennui, l'abus de drogue et l'alcool. La vie quoi. La structure du bouquin me fait penser à Pulp Fiction. Chaque personnage n'a pas grand chose en commun avec les autres, hein, hormis Brooklyn et leur vie apparemment sans issue. Mais toutes ces vies vont s'entremêler en quelques jours. Ce temps passé avec eux entraîne forcément une sorte d'empathie. On a vite l'impression de faire partie de leur quotidien, jusqu'à comprendre leurs émotions, leurs décisions. Les dialogues sont parfaits, les lieux authentiques et les intrigues et arcs narratifs se développent tranquillement, mais sûrement. Bref, un beau et bon roman, noir américain, dans la lignée d'un bouquin de John Fante ou d'un film de Scorsese. Je recommande. Caro et Caro, à vous les studios. Alors. J'ai chaud en plus. Donc maintenant, je vais reprendre la parole. Maintenant, nous sommes heureuses d'accueillir Timothée Stanculescu pour son premier roman qui vient de paraître chez Flammarion et qui s'appelle L'éblouissement des petites filles. Bonsoir Timothée, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien et vous? Très bien, super, on est ravis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire comment tu es arrivé à écrire ce premier roman? Alors, moi, je m'appelle Timothée, je suis scénariste. Je viens de faire une formation pour me spécialiser dans l'écriture de séries télé à la FEMIS. Et mon premier amour d'écriture quand j'étais enfant, c'était l'écriture littéraire, parce que le cinéma est venu après, le scénario est venu plus tard. Et moi, j'ai grandi dans un tout petit village à la campagne en Charente-Maritime.
Et comment m'est venu ces romans? C'est parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux affaires de crime. Et dans les affaires de crime, on parle toujours du meurtrier, alors que en fait, dans cette histoire, il y a toujours une victime et cette victime a un entourage. Et de ce constat-là, j'avais imaginé que se serait-il passé s'il y avait eu un fait divers qui s'était produit dans le tout petit village dans lequel j'ai grandi. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et après, c'est devenu autre chose où en fait, je parle de beaucoup d'autres choses que simplement cette disparition de la jeune fille. Est-ce que tu as mis beaucoup de ton héroïne en toi, donc Justine, qui a 16 ans, qui est donc dans ce petit village, un été très chaud caniculaire, cette jeune fille disparue, effectivement, qui va être comme une ombre dans le tableau de cet été. Est-ce qu'il y a beaucoup de toi? Comment t'es venu ce personnage? Il y a quand même beaucoup de moi sur les ressentis, notamment, en habitant à la campagne. Moi, quand j'étais adolescente, je trouvais qu'on s'ennuyait beaucoup. Quand on n'a pas son permis, quand on n'a pas de scooter et qu'on peut pas se déplacer par ses propres moyens, il y a pas de transport en commun, on se sent, coincé, on se sent enfermé. Donc c'est vrai que je suis allée vraiment, puiser dans mes souvenirs et dans mes journaux intimes. Donc ça, il y a beaucoup de moi dedans. Après pour le reste, ça n'est absolument pas autobiographique, mais oui, je suis allée aussi chercher dans mes souvenirs de mon premier amour, même si j'étais un peu plus âgée que Justine quand tous ces émois m'avaient agitée la première fois. Il y a forcément beaucoup de soi dans un personnage concret, mais c'est pas moi non plus. Dans l'écriture de ce roman, est-ce que ça veut dire que tu t'es rapproché des adolescents d'aujourd'hui pour t'immerger? Parce qu'il y a vraiment des détails qui, effectivement, m'ont rappelé plein de choses de mon adolescence et dont je me souvenais plus forcément aujourd'hui, mais ton livre me les a rappelés. Alors, pas forcément les adolescents d'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que l'histoire se passe en 2006, Oui. puisque, j'étais déjà adulte quand j'ai commencé à l'écrire et je me suis dit: «Mais moi je sais pas ce que ça fait, d'être née, au cours des années 2000 et d'être née avec déjà internet et les réseaux sociaux». Donc c'est pas forcément les adolescents d'aujourd'hui, c'est l'adolescente, que j'ai été, que mes amis, mon entourage, voilà, les filles que nous avons été. Et en fait, il y avait une toute première version de mon roman qui était, trop adulte dans l'écriture. Donc quand j'ai réécrit ma deuxième version, là, je me suis, replongée dans mes journaux intimes et c'est là aussi où j'ai redécouvert, en lisant ces journaux intimes, ce que c'est que la mentalité des adolescents, les sentiments qui sont décuplés, et j'ai vraiment puisé là-dedans et dans cette mentalité-là parce que quand on grandit, on oublie. Mais en fait, quand on se replonge dedans, il y a tout qui revient et effectivement, le moindre petit quelque chose, devient une catastrophe, voilà. D'ailleurs, comment as-tu fait justement pour avoir cette ambiance, cette atmosphère très spécifique, je trouve? On est un peu entre deux eaux. Est-ce que tu as réussi tout de suite à trouver ce ton ou est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché au fur et à mesure? C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre d'instiller tout de suite dans mon écriture. Après, c'est vrai que c'est un texte que j'ai énormément travaillé et que j'ai beaucoup réécrit. Donc je pense que ça s'est affiné au fur et à mesure, mais c'était déjà présent puisque quand j'ai eu envie d'écrire cette histoire, qu'elle m'habitait, que j'avais besoin qu'elle sorte de moi, j'avais déjà ce sentiment-là entre quelque chose une forte chaleur, quelque chose de pesant, de lent, et à la fois il se passe énormément de choses. Euh, alors que de l'extérieur, on dirait qu'il se passe pas grand-chose pour Justine, mais ça c'est justement euh, le thème de l'adolescence en fait. Et justement, c'est quoi le déclencheur? Alors, qu'est-ce qui fait, quelle est l'idée de départ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'écriture de ce roman? Parce que tu nous as expliqué ton inspiration, Oui. mais qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'acte? Parce que je sentais qu'il fallait que ça sorte, voilà. J'y ai pensé pendant très longtemps, j'avais pris beaucoup de notes et puis ça m'obsédait, donc au bout d'un moment, je me suis mise à l'écrire. Euh, et, euh, et je savais déjà où est-ce que je voulais aller, comment ça allait se terminer. Mais après, tout ce qui venait entre le début et la fin, c'est des choses qui sont apparues petit à petit, parce que
quand je travaille des personnages, je passe du temps à penser à mes personnages, je passe du temps avec eux. Et c'est comme une personne dans la vie avec qui on fait connaissance et avec qui on va devenir petit à petit de plus en plus proche, de plus en plus intime. Et moi, je ressens tout à fait ça dans ma manière d'écrire mes personnages. Et à force de découvrir Justine, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui venaient nourrir le texte. Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre? Très longtemps. Il a Très mûri, longtemps. c'est ça? Il a mûri, et puis aussi parce que j'ai pas pu l'écrire d'une traite. Pour différentes raisons pratiques. J'étais un peu obligée de faire des pauses dans mon écriture, donc j'aurais aimé pouvoir accorder du temps et m'y consacrer à 100% et l'écrire d'un seul bout, mais ça m'a pris vraiment longtemps. Et après, je l'ai réécrit plusieurs fois. Et au moment de la réécriture, en fait, quand j'ai fini une version, je la laisse de côté pendant quelques temps pour l'oublier. Et comme ça, après, quand je relis, ça me saute aux yeux ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut raccourcir ou rallonger. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi à chaque fois un temps d'infusion entre chaque version et chaque réécriture. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ton titre? L'éblouissement des Oui. petites filles. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Oui, et ça m'est venu tout de suite. J'avais une très vague idée de l'histoire, mais j'avais ce titre. Et il est toujours resté. Voilà. Il est très bien choisi. Ouais. Merci. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a cette ambiance qui pèse. Comme tu dis, effectivement, j'avais oublié, tu vois, la chaleur, mais maintenant que tu le dis, je m'en souviens très bien. Et c'est vrai qu'on se traîne un peu, mais volontairement, aux côtés de Justine. Il y a cette disparition d'Océane qu'on connaît depuis le départ et qui nous fait aussi un fil rouge dont on se demande toujours finalement ce qu'il en est. Et puis effectivement, l'éblouissement, du coup, moi, au tout début de ma lecture, je me suis dit, mais il est où l'éblouissement? Et en fait, il vient petit à petit. Et du coup, je trouve que effectivement, c'est extrêmement bien choisi. Surtout avec le terme petite fille, parce que finalement, on parle de jeune fille. Voilà, enfin, je trouve que il faut le lire pour comprendre vraiment ce titre. Mais en tout cas, c'est un titre très accrocheur. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai eu envie de le lire, tu vois. Comment s'est passée ta rencontre avec l'équipe de Flammarion? Très bien. J'étais... alors, je sais pas si je peux parler franchement, mais alors moi, j'étais très intimidée parce que quand j'avais écrit ce livre, bien sûr que j'espérais qu'un jour, il serait publié, mais bon, je m'attendais pas à ce que ce soit Alix Menand de chez Flammarion qui m'appelle, en fait. Donc, j'étais très émue. Et puis, ça s'est très bien passé. On s'est très bien rencontrés sur la sensibilité et sur la manière de retravailler encore le texte et de l'affiner jusqu'au bout. Et par contre, on a travaillé vraiment en accéléré, puisque j'ai rencontré l'équipe de Flammarion en février, fin janvier, début février 2021, donc pour la rentrée. Oui. Et il a fallu travailler très, très, très vite. Donc, ça a été une rencontre émouvante et intense. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, tu sors pendant la rentrée litté, au milieu de centaines de livres. Tu as déjà beaucoup de retours très enthousiastes sur les réseaux sociaux. On voit passer ta couverture très souvent. C'est à la fois une belle couverture et un beau titre. Donc, c'est vrai que c'est un roman qui marque. Comment ça se passe pour toi, ces premiers retours de tes lecteurs? Tu as eu sans doute les retours des libraires avant, des blogueurs, des journalistes, et puis là, tu as les retours des lecteurs. Comment ça se passe? C'est assez touchant. Parce que avant la publication, il y avait une petite émotion, une petite appréhension en se disant ce texte ne m'appartient plus, et à partir du moment où le livre sera en librairie, il est plus à moi, je l'offre au monde. Et donc avoir des retours de lecteurs et me dire que il y a des personnes que je ne connais absolument pas et qui ont été touchés, qui se sont reconnus, à qui ça a parlé, qui ont ressenti des choses, me dire que j'ai provoqué des émotions à des personnes que je ne connais pas. Je trouve ça assez incroyable et c'est très émouvant pour moi. Sur la 4e de couverture, oui. Il est écrit « Comme j'ai hâte d'arriver à cet âge où on n'est plus trop jeune ». Et puis plus tard dans le livre, je dis juste 2 phrases. Elle échange avec un ami qui est plus âgé
Et il dit, il n'y a pas grand-chose à envier à l'âge adulte. On te l'a déjà dit, ça? C'est parce que t'as pas encore compris que les frustrations de ton enfance seront ta consolation dans tes noirceurs d'adulte, quand la vie sera méchante. Tu te rappelleras tout ça avec douceur. Un jour, le temps commencera à passer trop vite. Est-ce que ça, tu l'as retrouvé dans tes carnets intimes aussi? Est-ce que c'est une sensation que tu as ressentie justement en te replongeant toi-même dans ta vie d'avant? De trouver que cet âge-là était plus doux. Le temps passe très vite parce que j'ai atteint la trentaine et je trouve que le temps passe beaucoup plus vite que quand j'étais adolescente ou quand j'avais 20 ans, effectivement. Oui, et dans mes carnets, d'avoir retrouvé certaines choses que je confiais par rapport à effectivement certains problèmes qu'on a dans la vie d'adulte. C'est vrai qu'il y a presque un côté Madeleine sur les chagrins d'amour de l'adolescence où c'est la catastrophe parce qu'on a eu une mauvaise note dans je sais pas quelle matière et puis un tel il veut pas sortir avec moi et tel autre c'est plus ma copine parce qu'on se parle plus. Je trouve qu'il y a parce que il y a encore de l'enfance là-dedans et voilà, donc c'est pas quelque chose qui était dans mes carnets, ça j'ai mis ma réflexion d'adulte dans la bouche de ce personnage adulte. C'est cool. Mais oui. Merci Timothée. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on aura donné envie aux gens de le lire, en tout cas pour le découvrir une nouvelle plume et une belle histoire. J'ai le petit lapin qui vient dire au revoir. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci Timothée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous, bonjour au carreau. J'ai quelques minutes pour vous parler d'un livre de la rentrée littéraire que j'ai aimé. J'ai choisi de vous parler de Lorsque le dernier arbre puisque c'est un immense coup de cœur. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ma chronique plus en détail sur le blog. Alors de quoi parle ce livre? C'est un livre qui s'étend donc sur 4 générations, à peu près 130 ans, qui va démarrer en 2038 et s'arrêter en 1908. Donc on va vivre à peu près 4 périodes. Et il démarre donc à l'époque du grand dépérissement en 2038, un moment où il n'y a plus d'arbres sur la Terre et où seuls quelques arbres ont survécu. Et ces arbres ont survécu sur une île qu'on appelle la cathédrale arboricole de Greenwood, où là, une jeune guide forestière accueille des pèlerins pour qu'ils puissent prendre leur bol d'air et retrouver un petit peu cette symbiose avec la nature. Alors, j'ai adoré ce bouquin tout simplement parce que il est magnifiquement construit, parce que les personnages sont hyper attachants, quelle que soit la période dans laquelle vous êtes, et ça, c'était pas gagné. Parce que la construction en elle-même est très originale, même si ça oblige le lecteur à s'habituer à de nouveaux personnages et à en laisser d'autres. Et ensuite, ce que j'ai trouvé génial, c'est l'auteur fait toujours le parallèle entre l'arbre et l'être humain, en expliquant qu'au final, on n'est pas si différents, puisqu'on habite sur la même planète, que nos racines sont communes, qu'elles s'entremêlent, parfois qu'elles s'entrechoquent, puisque même chez les arbres, vous verrez qu'ils ont des systèmes de défense un peu similaires au système de défense humain. Et ça, c'était remarquable. Donc moi, j'ai pris plein de notes parce que au fur et à mesure des époques que l'on traverse, ce qui est assez génial, c'est de constater que dans chaque époque, les êtres qui les traversent ont l'impression que c'est la pire époque qu'ils ont jamais vécue. Et donc, il y a des résonances avec l'époque dans laquelle on vit, où on se dit que c'est la pire époque jamais vécue et qu'on n'a vraiment pas de chance. Mais vous verrez que les personnages dans 1908 avaient pas de chance non plus. Et ceux des époques suivantes non plus. Donc ça, c'est assez génial, c'est très bien écrit, c'est beau, c'est intelligent, ça nécessite de s'y plonger complètement et de réfléchir à ce que l'auteur dit. Voilà, c'est génial, donc lisez-le. Je vous embrasse. Bye.
notre troisième invité est Frédéric Ploussard, auteur de Mobilette, qui vient de sortir pendant cette nouvelle rentrée litté 2021. Coucou Frédéric, bienvenue. Bonjour les carreaux, heureux d'être là. Salut. Alors on veut tout savoir, raconte-nous l'histoire de ce livre. Comment en es-tu venu à l'écriture et comment ce livre est-il apparu dans ta vie, puisque c'est ton premier roman? Eh bien écoute, l'écriture a toujours fait partie un peu de ma vie. Voilà, j'ai toujours un peu écrit, j'étais pas mauvais au lycée en français, en philo. J'ai toujours fait un peu d'art aussi pendant toute mon expérience professionnelle où j'étais éduc. Voilà, j'ai dessiné, j'ai un peu sculpté, j'ai un peu écrit. À un moment, la vie m'a mis une grande claque et donc j'ai relativisé un peu et je me suis dit qu'il fallait que je me recentre sur ce qui me plaisait le plus, hormis bien sûr situation professionnelle, et donc c'était l'écriture. Ça date d'il y a à peu près 5-6 ans. Donc j'ai abordé différents manuscrits, différentes histoires. Il y en a une qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui était juste avant Mobilette. Et quand j'ai commencé Mobilette, eh bien j'avais une idée assez simple du roman. En gros, j'avais le premier chapitre et puis j'avais une idée de la fin. Et ensuite, l'écriture m'a pris et je me suis bien amusé à le faire. Voilà. J'ai vraiment eu des moments difficiles dedans, mais j'ai eu des moments de joie intense, j'ai eu des moments à rire tout seul dans ma cuisine. J'ai fait pas mal dans ma cuisine. Et voilà, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait tenter ma chance avec celui-là et pas avec les autres manuscrits que j'avais fait avant. Ton roman se démarque dans cette rentrée litté, il est très très original. Ton personnage, ton héros est atypique. Est-ce qu'il te ressemble beaucoup? On sait déjà qu'il est très grand comme toi, qu'il est éducateur spécialisé comme tu l'as été. Oui, je me suis servi de mon expérience pour faire diverses facettes du héros, bien sûr, donc il me ressemble un peu. Voilà, moi je fais 1m97, puis il fait 2 mètres, donc ça n'a pas vraiment à voir, c'est bien plus grand. Mais non, je m'en suis bien sûr servi, puis je me suis servi de mon passé, de ces choses dont je voulais parler, de l'éducation spécialisée, dont à mon avis on a une vision tronquée, voire complètement fausse. Et puis de mettre ça dans une histoire un peu complexe, voilà, qui parlait un peu de moi et beaucoup des autres. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai vu. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, pour les personnes qui nous écoutent, de quoi ça parle, s'il te plaît? Alors, Mobilette parle de différentes choses, notamment des retrouvailles entre un père et son fils, par surprise pour les deux, dans une forêt. Et quand le père retrouve son fils dans la forêt, il fait ah merde. Ça, c'est mon pitch de départ de Mobilette. Il parle donc de l'éducation spécialisée, de ce héros, Dominique, qui, tout en retrouvant donc son père, a des problèmes avec son fils. Il travaille en tant qu'éduc-spé dans un foyer qui n'est pas les plus simples. Il a aussi des soucis donc pour les ados pour lesquels il s'occupe. Cela se passe en Lorraine, en partie en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, dont je crois avoir fait un personnage à part entière du livre. J'ai aimé qu'il y ait des choses tristes et qu'il y ait des choses drôles dedans, que ça se mélange, que ça puisse donner un peu à réfléchir aussi, notamment par rapport à ces ados qui, à mon avis, passent complètement sous les radars, dont tout le monde se fout, et qui pourtant voilà, sont des enfants, des adolescents avant tout. C'était une des grosses parties de Mobilette qui me semblait très importante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a le travail de Dom et puis il y a sa vie privée. Et en fait, il n'y a pas de frontières finalement. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que Dom, il fonctionne beaucoup à l'instinct. Et c'est un métier dont on ne se sépare pas quand on rentre chez soi. Donc, on a ses problèmes à la maison, ses problèmes au boulot. Mais lui, finalement, tout est lié. Oui, bien sûr. Oui, tout est lié. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, ce métier-là, si on arrive à laisser les problèmes du boulot au boulot, on n'est pas bon, c'est incomplet. Voilà. Ensuite, il ne faut pas se faire manger par le taf. Il faut réussir à équilibrer sa vie, et c'est un peu, je crois, ce que fait Dom dans ce roman, c'est de chercher une sorte d'équilibre dans un déséquilibre, qui est un peu celui de la vie, mais de laisser personne au bord du chemin, et puis d'être en souci pour les autres. Et je crois que c'était un peu ça qui me paraissait important, et puis effectivement, de montrer un peu la difficulté de ce métier, qui travaille avec des ados, donc qui travaille avec de l'humain, du vivant, du flou, qui peut tout mettre à plat en une journée, le travail de plusieurs mois, qui peut confronter seul aux difficultés de l'adolescence. Sur certains points, c'est bien ça. Peux-tu nous raconter l'histoire du titre, Mobilette? Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Est-ce qu'il s'est imposé tout de suite?
Non, alors oui, c'est moi qui l'ai trouvé, mais il ne s'est pas imposé tout de suite. J'ai longtemps travaillé avec un autre titre. Je fais souvent ça. J'ai des titres de travail qui sont assez horribles, dont je suis persuadé qu'ils sont super bien. Et là, bon, c'est une des facettes de mon lecteur alpha. Hein. J'ai un lecteur, un ami qui depuis longtemps me lit et se farcit tous mes textes. Ouais. Et donc lui, à ce boulot-là, à un moment, d'arriver à me convaincre que le titre que je prône est complètement naze. Et donc, t'es arrivé à ça, ce titre-là. Je ne le donnerai pas, hein, je tiens à le dire. J'allais te le demander, mais Non, voilà. je ne le donnerai pas. Et donc, à ce moment-là, donc, mais il me l'a déjà fait pour d'autres textes. Je me dis, bon, d'accord, il a raison. Et donc, je repars dans le texte chercher. Je voulais quelque chose de... Même chose, j'ai tendance à faire des titres à rallonge. Donc, je voulais un titre court. Et quand j'ai cherché dans le texte, assez vite, Mobilette s'est imposé pour cette sensation de Mobilette qu'il y a dans le livre, je crois. Et puis, de là... Le titre m'a parlé de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression qu'au niveau de la société, Mobilette fait un retour en force. Je parle de la bécane, de la meule, fait un retour en force. Voilà, clairement, il y a plein de concentrations de mobilettes, il y a plein d'associations qui louent des mobilettes. Quand on parle de mobilettes, ça parle à tout le monde. Enfin, à tout le monde. En tout cas, les gens qui ont un âge mature, je dirais. Avancé, comme nous. Avancé, oui, je ne l'avais pas dit, mais c'est ça. Voilà. Oui, et puis la mobilette, ça donne une sensation de liberté aussi. Ouais, ça donne une sensation de liberté. Un souffle de liberté tranquille, un souffle de liberté qui tombe en panne toutes les 2 heures, parce que c'est ça aussi la mobilette. Hein. Un souffle de cette odeur si particulière du mélange. Voilà, et puis quelque chose qui rentrait vraiment dans le bouquin sans en être, réellement. Et ça, je trouvais ça intéressant. Comme un personnage à part entière, mais voilà. Ouais, mais un peu fantomatique, un peu en dessous des radars, un peu qui est là, mais sans être là. Ouais. Comment s'est passée ta rencontre avec l'équipe de ton éditeur, Héloïse d'Ormesson? Est-ce que tout de suite, tu as été accueillie à bras ouverts? On t'a dit, on t'embarque avec nous dans notre maison d'édition, on s'occupe de toi, on te sort à la rentrée littéraire? Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai rien à ajouter, Caro. J'ai été accueilli à bras ouverts. Roxane Defer, quand elle a lu mon texte, m'a assez vite retourné des mails très, très sympathiques. Voilà, très très sympathique en disant que le texte était bon, qu'il y avait possibilité de retravailler bien sûr ensemble, mais que dans l'ensemble tout y était, que c'était porteur, que c'était différent, que c'était drôle. Ensuite j'ai été rencontré et effectivement assez vite, donc c'était l'été dernier hein, que j'ai rencontré, il est venu sur le fait qu'on n'allait pas se précipiter pour sortir le livre et donc on allait attendre la rentrée littéraire. Donc j'avais 1 an à attendre, ce qui n'a pas été le plus simple pour moi. Il y a un peu d'impatience. On a retravaillé bien évidemment avec Roxane et avec les filles de la maison d'édition sur le texte, mais il y a eu donc cette attente que j'ai trouvée très longue à certains moments, mais très plaisante aussi parce que voilà, de me dire on garde ton texte pour la rentrée littéraire, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi, puisque j'en étais à simplement vouloir me faire éditer, comme tous les gens qui écrivent, je pense, hein, déjà arriver à pousser la porte de l'éditeur et à se faire éditer, c'est déjà énorme. Alors quand en plus, dès le départ, on me dit on va garder ton texte pour la rentrée littéraire, voilà, je m'étais assis. Et ça ne s'arrête pas là parce que tu es en lice pour plusieurs prix. Oui, déjà beaucoup d'articles dans la presse, beaucoup de retours dithyrambiques. Absolument, oui. Donc je suis en liste pour 3 prix. La sélection des Furets du Nord, des Citres, première plume. Le prix Stanislas au livre sur la place à Nancy, qui est un prix aussi du premier roman. Ouais. Et puis la sélection du Monde, du prix littéraire du Monde, voilà. Et puis une sélection dans les Inrocks, voilà, qui est parue la semaine dernière. Donc au niveau sélection, c'est formidable. Hein. Je peux pas dire, voilà, c'est impossible de dire autre chose. Alors Fred, pression ou plaisir? Les deux. Les deux. Ça dépend du moment de la journée, ça dépend du moment de la semaine, ça dépend voilà, de ma position, debout, allongé. Je me dis, ouh là là, quand même, voilà, c'est fort, c'est vraiment fort. Mais ensuite, plaisir, bien sûr, hein, une grande joie, parce que ce texte, je l'ai porté, je le porte, j'en suis fier, j'en suis vraiment très fier quand je le revois, quand je le relis aussi, ça m'arrive en ce moment de lire les passages. Voilà, je suis content de ce qu'on a fait, de ce texte, il est ce que je voulais faire. À ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un texte qui est relativement dense. On est plongé dans un univers où parfois il y a un peu une chape de plomb. On ne sait pas trop comment Dom va s'en sortir et nous aussi presque. Mais je dois rebondir sur le fait que tout à l'heure tu disais qu'il y avait de l'humour.
Et effectivement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment des scènes où moi j'ai ri en fait. J'étais en train de lire et j'ai vraiment ri. Voilà, je donnerai pas d'exemple, mais on en parlera en privé si tu veux. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, c'est fort parce que faut le faire en fait. Pour faire rire quelqu'un, on dit que c'est souvent plus facile de faire pleurer que de faire rire. Ouais. Je sais pas si tu as essayé les deux, mais en tout cas, ça c'est réussi, très réussi. Oui, bah c'est gentil. Merci pour cette critique. Et oui, le rire a toujours fait partie, de toute façon, de ma vie. Dans l'écriture que j'ai toujours un peu utilisée, j'ai toujours mis cette notion un peu de décalage, cet angle particulier. Alors, qu'on me demande parfois quel est mon angle d'approche. Et je peux répondre que voilà, il est tout simple, mon angle d'approche. Faire 1m97 dans un monde où les gens d'1m85 pensent qu'ils sont grands. Ma vie a été faite de baisser la tête dans un monde où on dit mais si tu veux embrasser la vie, il faut relever la tête. Mais moi, si je relève la tête, comme tous les autres grands, on voit plus personne. Et donc c'est cet angle aussi qui m'a déjà un peu permis de prendre un peu ça entre guillemets à la rigolade, mais en tout cas avec un recul qui permettait de jouer un peu de tout, hein, de la tragédie autant que de la comédie, et de mettre cet emballage, je dirais, un peu drôle, qui permet de rire de situations qui, dans un absolu, ne prêtent pas à rire du tout. Mais c'est bien ce que je voulais en faire, en tout cas. Voilà. Dans le livre, il y a un médecin qui dit à Dom que, compte tenu de sa taille, pour ne pas avoir de problème de santé, il ne faut plus qu'il s'assoie. Donc, il est soit debout, soit allongé. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi, ça? On t'a dit ça? Ouais, j'ai entendu une hypothèse comme ça sur la scoliose. Bon, je l'ai développée complètement, là, c'était simplement... Mais lui, c'était aberrant. C'était dans ces années-là où... moi, j'ai le souvenir d'avoir grandi très vite, et donc d'avoir eu des inquiétudes de la part du corps médical qui, lui, n'avait pas grandi du tout. Donc, qui déjà ne comprenait pas trop ce que je faisais. Et avec, la scoliose, c'était une des grandes peurs de l'époque, et pour lutter contre la scoliose, il fallait pas s'asseoir. Donc j'ai tiré cette idée, cette hypothèse au maximum pour en faire une partie assez drôle de mon livre, drôle et triste. Pour moi, Dom, c'est vraiment un personnage à pirouette, c'est-à-dire qu'il se sort de toutes les situations avec humour. Parfois, il est touchant, parfois, il est drôle. Mais c'est vrai qu'il se sort de toutes les situations. Est-ce que tu es pareil? J'ai des points communs avec Dom. Il y a pas mal de situations dont je peux me sortir par une pirouette d'humour, ou en mettant un peu de distance dans la chose, ou en ayant de la chance. Je pense aussi avoir eu pas mal de chance dans certains moments, mais oui, c'est un peu ma vision de la vie. Il y a des choses graves et puis des choses moins graves, et somme toute, parfois, j'en arrive à relativiser tellement que les choses graves se résolvent d'elles-mêmes ou deviennent bien moins graves, quoi. Et j'ai voulu appliquer ça à mon personnage, effectivement, quelque chose d'assez particulier, où le triste ne l'est jamais vraiment, même s'il peut être très triste sur un moment particulier, mais il n'est jamais vraiment sur la durée, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Ce que je voulais, c'était ça, pouvoir jouer avec la tristesse. Caro, tu disais tout à l'heure sur les pleurs, c'est plus facile de faire pleurer, peut-être. C'est plus facile de marcher sur le pied de quelqu'un et de lui faire mal plutôt que de lui raconter une blague, mais j'aimais bien lier les deux, en tout cas. D'avoir des situations dans ce livre où le lecteur peut se retrouver au bord des larmes, ou en tout cas en train de se dire « Waouh, ça a des potes graves ». Et puis quelques pages plus loin, un rigoureux éclat en se disant « Waouh, c'est assez marrant quand même ». Et puis je trouve que tu as très très bien réussi ta fin, qui est très surprenante. Moi, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Ouais. Et est-ce que cette fin est venue tout de suite quand tu as écrit le roman, ou est-ce qu'elle est venue au fur et à mesure de ton écriture? Elle s'est affinée au fur et à mesure de mon écriture. Je ne pensais pas qu'elle serait développée autant, la fin. Je pensais m'arrêter avant. Et puis, les personnages existants, je me suis retrouvé à me dire que je ne pouvais pas les laisser là, en l'état de finir là. Donc, comment prolonger? Et là, la fin s'est imposée, dans une articulation avec ce chapitre que j'avais déjà au départ, et puis ce petit rapport à l'eau, à la nage. Je trouvais ça comme une sorte d'aération finale, optimiste. Et merci à vous. Fred. Bon week-end. Bye. Ciao. Bisous, bon week-end. Ciao, ciao. Salut Caro. Bisous. Voilà, on a réussi, Caro. Bah oui, c'est nickel, c'est dans la boîte.